Lors de la visite du ministre de l'Agriculture en Guinée-Bissau, le professeur Moussa Baldé s'est rendu dans les vallées réhabilitées avec l'appui de l'État du Sénégal. Le couvre-feu et les rushs aux heures de pointe dès 19h, quitter le centre-ville devient un casse-tête pour ceux qui doivent rallier la banlieue de Dakar. L'instauration du couvre-feu oblige les pharmaciens à réajuster les horaires. Heure de fermeture des officines, 20h30 désormais. Les pharmacies de garde prendront le relais. Des variations climatiques sont ressenties depuis quelques jours, des vents frais et de la poussière. Une situation temporaire selon les prévisionnistes de l'ANACIM. Leurs explications dans ce journal. Bienvenue dans ce journal que nous ouvrons sur le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi. Communiqué lu par vous, par Ibrahima Diédhiou. Ibrahima, bonsoir. Bonsoir Oliatou, bonsoir à tous. Le président de la République, son Excellence Macky Sall, a réuni en visioconférence le Conseil des ministres ce mercredi 13 janvier 2021. À l'entame de sa communication, le chef de l'État a présenté les condoléances de la nation aux familles éplorées qui ont perdu un être cher, aux collaborateurs, aux proches, durant cette situation devenue endémique de la Covid-19. Le président de la République a rappelé que la propagation exponentielle, la sévérité et la gravité de la maladie, au regard des capacités et conseils des experts de notre système sanitaire, l'ont amené à décréter l'état d'urgence assorti d'un couvre-feu sur l'étendue des régions les plus touchées, Dakar et Thiès. Le chef de l'État invite dans cet esprit le ministre de la Santé à poursuivre la décentralisation effective et rapide dans les régions du SAMU national. Les moyens logistiques et les ressources humaines et financières de cette structure névralgique doivent être renforcés sans délai. Le président de la République indique également la nécessité d'accélérer la mise en œuvre urgente de la stratégie nationale de vaccination dotée d'un budget conséquent. Poursuivant sa communication, le président de la République a mis l'accent sur la gravité de la situation. À ce propos, il a insisté sur la mobilisation nationale 24 heures sur 24 pour sensibiliser les populations sur l'impératif de respecter les gestes barrières et les protocoles sanitaires, réguler les horaires d'ouverture et de fermeture des marchés, réadapter le fonctionnement des établissements de santé, hôpitaux, centres de santé, etc., déployer avec le SAMU national des dispositifs préventifs et pragmatiques de prise en charge à domicile, surveiller une éventuelle mutation du virus et contrôler davantage les entrées au niveau de nos frontières. À ce titre, le chef de l'État se félicite de la certification de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass AIBD au programme d'accréditation sanitaire du Conseil international des aéroports ACI Monde. Le président de la République demande, dans ce contexte général, aux ministres sectoriels de réorganiser avec les acteurs l'adaptation temporaire des activités économiques et sociales durant ce mois de janvier 2021. Abordant la question liée à l'aménagement durable du territoire national et du développement optimal des pôles urbains, le chef de l'État a informé le Conseil avoir présidé le vendredi 8 janvier 2021 une réunion de suivi de l'état d'avancement des travaux d'aménagement et de développement des pôles urbains de Diamniadio et du Lac-Rose. Il a à ce sujet rappelé au gouvernement toute l'importance qu'il accorde à l'aménagement durable du territoire national à travers la mise en place fonctionnelle des pôles urbains. Ces derniers doivent contribuer au renouveau urbain et à la réalisation du programme des 100 000 logements avec l'implication au premier plan du secteur privé. Le président de la République demande dès lors au ministre des Finances et du Budget, au ministre en charge des infrastructures, de l'eau, de l'assainissement et de l'urbanisme d'accélérer, en rapport avec le délégué général à la promotion des pôles urbains de Diamniadio et du Lac-Rose, la programmation et la réalisation dans les délais des infrastructures publiques, voiries et réseaux divers nécessaires à la fonctionnalité des pôles. Ces nouveaux territoires doivent être identifiés via une cartographie précise des limites et occupations. Le chef de l'État a, sous ce rapport, indiqué la nécessité de développer un partenariat consolidé entre autorités administratives et services de l'État, gouverneurs, préfets, sous-préfets,
maires, DGPU, ANAT, urbanisme, cadastre, domaine et DESCOS. Le président de la République demande également au gouvernement de s'assurer de l'implémentation de l'ensemble des programmes privés à partir d'investissements soutenus par des financements effectivement mobilisés au niveau des pôles urbains, en veillant au respect des établissements humains et des équilibres socio-économiques des zones et activités relevant notamment du périmètre du pôle urbain du Lac-Rose. Le chef de l'État demande enfin au ministre des Finances et du Budget de veiller avec l'APIX à la sécurisation foncière et à la gestion adéquate des emprises résiduelles du projet Train Express Régional, TER, ainsi qu'au recasement systématique des ménages impactés et recensés. Sur la nouvelle doctrine d'urbanisme, d'habitat et de construction, le président de la République invite le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique à engager la mise en œuvre d'une nouvelle politique relative au mode d'occupation des sols, d'habitat et de construction en privilégiant les constructions en hauteur, à soumettre toutefois à un encadrement réglementaire adéquat. Sur le climat social, la gestion et le suivi des affaires intérieures, le chef de l'État demande au ministre de l'Eau et de l'Assainissement d'engager toutes les diligences nécessaires à l'intensification de la mise en œuvre du programme national de branchements sociaux. Le dit programme d'équité sociale et territoriale doit être étendu à plusieurs localités afin d'améliorer l'accès des populations urbaines et périurbaines à l'eau potable. Le président de la République invite en outre le ministre de l'Eau et de l'Assainissement à accélérer les travaux de raccordement à réaliser dans le cadre de l'assainissement des 10 villes, dont Touba et Tivaouane. Au titre de la coopération et des partenariats, le chef de l'État rappelle l'urgence qui s'attache à la réalisation du futur siège du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Sur la deuxième revue du programme économique appuyé par l'instrument de coordination de la politique économique ICPE, le président de la République se réjouit de son approbation sans débat par le Fonds monétaire international FMI. Cette décision exceptionnelle, effective depuis le 12 janvier 2021, traduit la confiance accordée au Sénégal dans la mise en œuvre satisfaisante de l'ICPE, particulièrement sur le volet programme de résilience économique et sociale, PRESS, mise en œuvre dès l'apparition de la pandémie Covid-19 au Sénégal. Le président de la République a clos sa communication avec son agenda diplomatique. Au titre des communications. Le ministre secrétaire général de la présidence de la République a fait le point sur le suivi des directives présidentielles. Le ministre des Finances et du Budget a fait une communication sur le démarrage de l'exécution budgétaire 2021 et sur la deuxième revue ICPE. Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a fait une communication sur la situation internationale. Le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération a fait une communication sur le suivi des financements de projets stratégiques. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale a fait une communication sur la stratégie nationale de vaccination contre la Covid-19. Le ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants a fait une communication sur la mise en œuvre de la stratégie de protection d'urgence des enfants de la rue. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural a fait une communication sur la campagne de commercialisation de l'arachide 2021. Le ministre du Tourisme et des Transports aériens a fait une communication sur l'achèvement des travaux de restauration des plages de la station balnéaire de Sali. Le ministre de l'Économie numérique et des Télécommunications a fait une communication sur la gestion des data centers et sur le parc des technologies numériques PTN de Diamniadio. Le ministre auprès du président de la République en charge du suivi du plan Sénégal émergent a fait une communication sur les projets phares du PSE. Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a examiné et adopté le projet de décret portant création et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil national pour l'insertion et l'emploi des jeunes, CNIEJ.
C'était le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi avec Ibrahima Diédhiou. Merci. La visite du ministre de l'Agriculture en Guinée-Bissau, le professeur Moussa Baldé et son homologue ont visité les vallées réhabilitées avec l'appui du Sénégal. Nous y reviendrons dans un instant. La nouvelle loi sur l'état d'urgence et l'état de siège est une avancée juridique majeure au Sénégal en ce qu'elle renforce un troisième régime consacré aux catastrophes naturelles et sanitaires. Des propos de Antoine Félix Diome, le ministre de l'Intérieur, et l'invité du magazine Le Point. Il y avait une loi qui a été votée en 1969. Elle consacrait deux régimes, celui de l'état d'urgence et celui de l'état de siège. Je dois rappeler qu'en 1969, cette loi a été votée dans une période qui succédait tout de suite à la fameuse crise que nous connaissons de 1968, marquée par donc des troubles. Il fallait doter l'État d'instruments juridiques permettant à l'autorité administrative d'apporter la réponse qu'il fallait. Aujourd'hui, le Sénégal a connu une évolution. Une évolution, certes, marquée par le renforcement des droits à tous les niveaux, mais au-delà est apparue en 2019 cette maladie qui jusque-là était inconnue du monde entier, qu'on a baptisée Covid-19. Avec la déclaration de pandémie en mars 2020, cette loi de 1969 a été mise en application. 3 mois après l'expérience de son entrée en vigueur, pas tout à fait entrée en vigueur, mais disons 3 mois après sa mise en application, il fallait évaluer. Et après cette évaluation, il est apparu que les mesures qui y sont contenues ne sont plus propres à répondre au type de péril que constitue une catastrophe naturelle ou une catastrophe sanitaire. Dès lors, il fallait revoir la manière dont les réponses devraient être apportées. C'est dans ce cadre qu'il faut situer le projet de loi qui a été présenté devant la représentation nationale et voté. Le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome, est ce soir l'invité du magazine Le Point avec Ousmane Garifaye. Et l'on parle de la visite du ministre de l'Agriculture en Guinée-Bissau. Le professeur Moussa Baldé et son homologue ont visité les vallées réhabilitées grâce à l'appui de l'État du Sénégal. Les deux pays veulent œuvrer pour le développement de l'agriculture pour une autosuffisance. Envoyés spéciaux Ibrahima Diop, Clément Kabatou et Abdoulaye Sinkare. Binyomi, dans le département de Bissora, région d'Oyo. Ici, la vallée de Rio Massoua s'étend sur 180 hectares. Elle est toujours gorgée d'eau au mois de janvier. Des terres fertiles qui ont longtemps été sous-exploitées. La pluie ici commence depuis juin jusqu'à fin octobre. Mais il y a tellement de pluie que des fois, ça fait transborder l'eau de la mer vers les rizières. Mais ils ont des brigades qui sont là, qui peut-être ils passent la nuit pour gérer un peu la montée de la mer. Dans les 8 villages de la zone, quelques 3000 habitants effectuent le retour à la terre. Lors de la dernière campagne, un appui consistant de l'État du Sénégal a permis d'emblaver 75 hectares, avec des rendements qui dépassent les 2 tonnes à l'hectare. Ici, on faisait 25 hectares. Les semences qu'on a reçues du Sénégal, hier, j'ai déclaré, Son Excellence, Monsieur le Ministre, que le taux de germination est allé autour de 97%. Donc, c'est des bonnes semences qu'on a pu utiliser au niveau national. Il s'agit de 300 tonnes de riz, 250 tonnes d'arachide, 250 tonnes de niébé, et aussi on a reçu 300 tonnes d'engrais, entre NPK et urée. Ce matin, les habitants de Binyomi et environ se sont retrouvés pour fêter les récoltes. Des productions records amenées par un vent nouveau dans la politique agricole du pays. Pour le ministre Moussa Baldé, la Guinée-Bissau et le Sénégal doivent cheminer ensemble dans la quête de l'autosuffisance. L'instruction du président de la République du Sénégal, Son Excellence M. Macky Sall, c'est que le ministère de l'Agriculture et le gouvernement du Sénégal de façon générale, c'est de faire tout ce qu'on peut faire pour accompagner l'agriculture de la Guinée-Bissau. On ne peut pas avoir de l'abondance au Sénégal
et avoir la famine en Guinée-Bissau, et on ne peut pas avoir l'abondance en Guinée-Bissau et avoir la famine au Sénégal. Nous devons être tous solidaires pour avoir l'abondance agricole et essayer d'être autosuffisants. Au moins, quand on met ensemble la production du Sénégal et de la Guinée-Bissau, que nos deux pays soient autosuffisants. Le ministre bissau-guinéen de l'Agriculture, Abel da Silva Gomez, a magnifié l'appui de l'État du Sénégal, des semences et de l'engrais qui ont été distribués dans toutes les régions du pays. Le ministre de l'Agriculture, le professeur Moussa Baldé, était en visite en Guinée-Bissau. Voilà une semaine que Dakar et Thiès sont sous couvre-feu. Vous devez donc trouver le moyen d'arriver chez vous avant 21h. Conséquence, dès 19h, des bouchons se forment et quitter le centre-ville devient un casse-tête. Minute couvre-feu, c'est un reportage de Fatma Baké et Ibrahim Diédiou. 19h. Rond-point de la RTS. Nous sommes à 2 heures du couvre-feu. Rien ne bouge, un embouteillage monstre. Depuis 16 heures, je suis dans les embouteillages. Je viens des 2 voies de la corniche, mais impossible de se frayer un chemin. Il faut fixer l'heure de descente à 16 heures, car c'est très difficile. Déjà, on consomme beaucoup plus de carburant et ma foi, on rate l'heure de la prière du soir. Tout le monde veut rallier son domicile à temps. Difficile. Les transports en commun sont bondés de monde. Les magasins ferment très tôt. Nous sommes donc obligés de porter nos bagages et certains transporteurs refusent de nous amener à cause de ça. Nous, femmes, sommes très fatiguées. Au moins, les hommes, eux, peuvent courir pour attraper les véhicules. Ce marchand ambulant vient de finir sa journée. Pour rentrer à Yombel, il doit prendre son mal en patience. Toutes les voitures sont remplies et ne reviennent pas à cause du couvre-feu. On doit revoir les horaires parce qu'il y a des rassemblements au niveau des transports en commun et cela peut favoriser la propagation du virus. L'heure du couvre-feu approche. Le coût du transport augmente. Il n'y a pas de voitures. Elles sont toutes remplies. Là, on attend. Si on voit un autre taxi ou même un car, on embarque. 20 heures. Quelques bouchons sur Colobane. Et plus loin, Castor. Les grands axes se vident petit à petit. Débute alors un rallye sur l'autoroute. Les images sont parfois assez insolites. De la Padoue aux parcelles assainies, impossible aux véhicules de rouler. Dès lors, la marche devient l'alternative. Là, je viens des Almadies. Je suis descendue du car vers la Padoue et là, je marche pour entrer aux parcelles assainies. Mais on n'a pas le choix. Plus que quelques minutes. Le dispositif de la police et de la gendarmerie se met en place. Dans les quartiers où il y a eu des manifestations lors des premiers jours du couvre-feu, l'armée est venue en appoint. Tout cela pour régler définitivement la question du couvre-feu et mettre en place un dispositif qui permet aux populations de rester chez eux en toute sécurité, mais également ceux-là qui montrent carte blanche de pouvoir circuler tranquillement. Et quand il y a des personnes qui dépassent l'heure du couvre-feu, on a vu les forces de défense et de sécurité faire preuve de souplesse et laisser certaines personnes, des dames ou des jeunes ou des professionnels, rentrer tranquillement chez eux. 30 minutes après 21h, les grandes artères de la capitale sont désertes. Seules les barrières de la police sont visibles. Dans les grandes rues de Dakar, pas l'ombre d'un chat. Mais sur le ciel dakarois, les drones participent à surveiller certains endroits. L'instauration du couvre-feu oblige les pharmaciens à réajuster les horaires. L'heure de fermeture des officines est désormais fixée à 20h30. Les pharmacies de garde vont prendre le relais pour vous permettre d'acheter vos médicaments en cas d'urgence. Reportage Abdouad et Fatou Diouf. 12 heures à la pharmacie République. C'est le rush. Ici, agents et clients mettent leurs masques.
sans l'use de gel hydroalcoolique et respectent la distanciation physique. Une palette de mesures barrières pour éviter toute contamination à la Covid-19. À la première vague, déjà, on avait mis des barrières rouges et pour essayer d'avoir une distance d'1 mètre entre le client et nous. C'est difficile aussi de le faire respecter aux clients. On avait fait des pas aussi pour qu'il y ait une distance d'1 mètre entre les clients et avoir au maximum 3 clients en attente. On a continué jusqu'à présent. On essaie de le respecter. 22 heures, c'était l'heure de fermeture de la pharmacie. Mais entre respecter les horaires du couvre-feu et assurer un service essentiel, un bon équilibre est trouvé. On a essayé d'aménager nos horaires. On a maintenu l'heure d'ouverture, c'est-à-dire 7h30, et avancé l'heure de fermeture aussi, l'heure de la descente, à 20h30. Parce qu'on fermait avant à 22h30. Et même à 22h30, il faut descendre la barrière, mais continuer parce qu'il y a des clients qui viennent à cette heure. Certains de mes collègues qui sont véhiculés, donc on s'est arrangé, par exemple, pour ceux qui habitent à Fass, d'avoir un groupe, comme ça ces personnes-là les amènent au retour. Ceux qui habitent Keur Massar aussi, il arrive aussi à 20h30 de ne pas arriver à temps. Mais on a fait des badges. On a fait des fiches d'attestation pour qu'on puisse circuler avec. Autre pharmacie, autre organisation. Nelson Mandela fonctionne 24 heures sur 24. Les brigades ont été réaménagées. On était quand même 3 équipes à se relayer. Et on est un peu particulier ici, vu que la pharmacie fonctionne 24 heures sur 24, vu qu'on est devant un hôpital. Maintenant, avec le couvre-feu, on est obligé de s'adapter, c'est-à-dire on va s'organiser en 2 groupes, donc qui vont se relayer pour 24 heures. Donc du coup, maintenant, on est obligé de travailler de 8h à 18h. L'autre équipe va prendre le relais entre 18h et 8h du matin. Et qu'en est-il de la garde de nuit? L'Ordre des pharmaciens a mis en place un nouveau mode de fonctionnement pour assurer un service de qualité à Dakar comme à Thiès. En général, la garde, c'est par secteur. Il y a une liste qui est établie. Une liste qui est établie. Et quand une pharmacie est de garde pendant une semaine, cette semaine, elle respecte sa garde de nuit. Une autre pharmacie est ouverte. Mais à chaque fois, on fait une liste de pharmacies de garde qu'on affiche pour informer les clients. Pour la région de Dakar, et plus exactement les 3 départements, à savoir le département de Pikine, le département de Guédiawaye et le département de Dakar, nous avons donc subdivisé tout ce secteur, tout ce territoire en zones. Et au niveau de chaque zone, nous avons choisi un groupe de plusieurs pharmacies qui doivent assurer la garde toute la nuit, donc qui font du 24 heures sur 24. Et en même temps, les dimanches, nous avons, à côté de ces pharmacies qui doivent assurer le service 24 heures sur 24, ajouté d'autres pharmacies qui vont également assurer le service pendant les dimanches. Tout ça, c'est pour faire en sorte que la personne ou le patient qui a besoin de médicaments, qu'il n'ait pas besoin de faire une distance longue pour trouver une pharmacie qui est ouverte. Les pharmacies s'adaptent au couvre-feu. Au lieu de 22 heures, elles ferment à 20 heures. Celles de garde et à proximité des hôpitaux assurent la veille. Et en cas d'urgence, il y aura toujours une pharmacie pour la prise en charge de son ordonnance. À retenir donc, l'heure de fermeture des officines est désormais fixée à 20h30 en raison du couvre-feu décrété pour contenir la 2e vague Covid à Dakar et à Thiès. Et le dernier bulletin Covid fait état de 9 décès enregistrés hier, 38 cas graves en réanimation, 198 nouveaux cas. Les chiffres du Covid-19 avec le directeur de la prévention au ministère de la Santé, le docteur El Hadj Mamadou Ndiaye. Sur 1709 tests réalisés, 198 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 11,59%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 62 cas contacts suivis par nos services,
Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Et il nous a été notifié 136 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit. Thiès, 14. Kaolack, 12. 11 à Touba. 9 à Dakar Plateau. 7 à Mermoz. 5 à Matam, Mbour, Popenguine et Tivaouane. 4 à Keur Massar, Mamel et Yoff. 3 à Ouakam, Parcelles Assainies, Sacré-Cœur et Tamba. 2 à Amitié 3, Dieuppeul, Grand Yoff, Guédiawaye, Kaffrine, Mboro, Nord Foire et Pikine. 1 aux Almadies, à Birkelane, Cité Africa, Cité Alia John, Cité Djilimbay, Cité Mixta, Diourbel, Fass, Fatick, HLM, Keur Momar Sarr, Koumpentoum, Liberté 6, Mariste, Médina, Ngor, Niary Tally, Pété, Pire, Point E, Richard Toll, Rufisque et Saint-Louis. 119 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 38 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 9 décès ont été enregistrés ce mardi 12 janvier 2021. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 21 883 ont été déclarés positifs, dont 18 621 guéris, 489 décédés et donc 2 772 patients sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective, tout en leur faisant les recommandations du jour. Notamment, prenez soin de vous, de vos proches et de la communauté et veillez sur les conseils de ce matin, axés autour du port de masque, bien ajusté et correctement porté, couvrant la bouche et le nez, le lavage des mains à l'eau et au savon, ou l'usage de gel de qualité pour la désinfection de vos mains, le respect des distances physiques dans les lieux publics dont il faut limiter d'ailleurs la fréquentation en ce moment, afin de recourir aux structures de soins les plus proches ou vous adresser au personnel de santé qualifié dès que vous vous sentez malade. Covid-19, décidément, la maladie ne cesse de se propager. Certains pays subissent les assauts du mutant, d'autres prennent des mesures pour stopper la propagation du virus. Le Covid-19 dans le monde, c'est avec Ramatadem. Aux États-Unis, à Los Angeles précisément, une personne décède du Covid-19 toutes les 15 minutes. Les hôpitaux sont dépassés par les cas. L'épidémie progresse à une vitesse trop rapide pour le personnel soignant. 21% de nouveaux cas cette semaine. Le pays a battu son record de décès liés au Covid-19 avec plus de 4000 morts en 24 heures. En Chine, 2 municipalités à Pékin coupées du monde après une recrudescence des cas de Covid-19. 18 millions d'habitants sont en quarantaine. Au Japon, l'état d'urgence a été décrété pour 1 mois. En Australie, un confinement de 3 jours est imposé à Brisbane après la découverte d'un cas de contamination dans un hôtel de la ville. En Afrique, les nouveaux cas de Covid-19 ont augmenté de 19%. Le Zimbabwe, le Sénégal et le Nigeria sont concernés. L'Afrique du Sud, quant à elle, fait face à une recrudescence des cas due à un variant de la maladie. Des mesures strictes sont imposées à la population. De nouveaux variants créent également une hécatombe de cas au Royaume-Uni. L'épidémie accélère sa progression. Pour le maire de Londres, il s'agit d'un virus hors de contrôle. Dans d'autres pays en Europe, le confinement est prolongé. C'est le cas en Grèce, en Hongrie et Chypre.
Les variants du coronavirus sont désormais présents sur les 5 continents. L'offensive hivernale virale est durement ressentie malgré le démarrage de campagne vaccinale. Celle-ci ne concerne pas encore l'Afrique et cette attente devrait être mise à profit pour préparer les stratégies de vaccination à venir. La froide offensive d'un virus à N mutations, c'est une chronique signée Oumar Diaw. Le coronavirus, après son offensive printanière et le répit estival trompeur, semble sonner la charge hivernale avec des troupes fraîches que l'on qualifierait bien de forces spéciales du mal. Des profanes qui s'en étaient limités à des rudiments de leçons d'école élémentaire redoutaient le froid. Sauf qu'une armée de toubibs et de chercheurs était venue rassurer tout le monde en disant de façon parfois péremptoire que non, il n'y avait aucun rapport avec l'évolution thermique. Les observations factuelles indiquent le contraire. D'ailleurs, on connaissait bien les épisodes d'infections saisonnières qui survenaient particulièrement en hiver. Les vagues se succèdent donc, qu'on ait ou non une frange littorale, qu'on habite les déserts ou les cercles polaires. Certains pays ont dépassé la cote d'alerte et baignent en plein dans un tsunami sanitaire. Tout le monde n'est pas au même niveau en termes du nombre et de risques infectieux. Des capacités de réponse, quelles capacités d'ailleurs, dès lors que l'on sait, parce qu'on nous l'a sériné, qu'il n'y a pas de médication spécifique. Par contre, dans les cas graves, on a besoin d'aptitudes de réanimation. Et en la matière, les différences sont bien réelles, comme elles le sont avec les vaccins. Cette pandémie révèle une fracture béante. Une partie du monde possède la clé du frigo vaccinal, l'autre partie attend des frigos venants. Patience, mais même ceux qui ont le bonheur d'être citoyens de ces pays premiers dans l'accès trouvent que les choses sont lentes, voire dans certains cas mal engagées. Nous devrions mettre le temps d'attente sur le banc de touche à profit pour réussir ce que d'autres plus riches ne font que médiocrement. Oumar Diaw sur la froide offensive d'un virus mutant. Vous avez certainement ressenti des variations climatiques depuis quelques jours. L'on note une baisse des températures avec de la poussière. Selon la météo, cette situation est temporaire. Reportage Aminata Diallo et Kaltom Gueye. Dakar enveloppé dans un halo de poussière accompagné d'un vent frais, c'est le temps que l'on constate ces derniers jours. Les Sénégalais font face à des variations de température parties pour durer. À quoi sont-elles dues? C'est dû à un renforcement de gradient au niveau des pressions. Il y a un renforcement de gradient qui a accéléré un peu le vent. C'est pourquoi on a noté un vent fort sur le littoral et sur aussi le sud de la Mauritanie. Et lorsque le vent est très fort sur le sud de la Mauritanie, ça va soulever de la poussière. Et cette poussière a été transportée par les vents qu'on retrouve à 600 mètres pour que cette poussière intéresse la partie nord-est du territoire, notamment à Matam, Podor, de même que Saint-Louis. En plus du vent et de la poussière, une fraîcheur irrégulière est remarquée dans certaines zones. Ceci peut s'expliquer par le fait qu'il y a une descente d'air frais qu'on a notée sur les pays tempérés. Donc cette descente nous provient des pays comme l'Espagne. Donc cette descente d'air frais a influencé un peu les côtes sénégalaises, passant par Mauritanie jusqu'à une bonne partie du territoire. Donc c'est cette descente qui a fait adoucir les températures sur une bonne partie du territoire. C'est pourquoi le samedi, le dimanche, lundi, mardi, donc on a ressenti beaucoup de fraîcheur sur une bonne partie du territoire. Qu'en est-il des jours à venir? On a prévu une légère hausse des températures sur une bonne partie du territoire au cours des jours à venir. Parce que cette descente dont je parlais a tendance à disparaître. Donc les choses vont revenir à la normale. Donc les températures seront légèrement en hausse sur une bonne partie du territoire. Depuis quelques années, on note un changement dans le cycle des saisons. La fraîcheur s'installe tardivement et ne dure pas longtemps. Une situation qui s'explique. Avec l'augmentation de l'effet de serre dû aux activités humaines anthropiques, n'est-ce pas, les voitures, les usines, on a augmenté tellement de gaz dans l'atmosphère que ce qu'on appelle l'effet de serre, le fait que de garder la chaleur dans l'atmosphère a augmenté. Donc la température a augmenté. Et comme la température de la Terre, de manière générale, a augmenté, ce qui fait qu'un peu les périodes de fraîcheur deviennent de plus en plus courtes et moins intenses. Donc c'est ça qu'on attribue un peu ce phénomène-là. La baisse des températures notée a plusieurs explications, entre autres les variations climatiques. Elle peut avoir des conséquences sanitaires. Il est donc important de se protéger contre le vent et la poussière en cette période.
L'APIX, sous la directive du chef de l'État, a initié le projet de protection, de restauration et d'entretien des plages de Saly. Objectif de ces travaux, restituer les plages dans leur état initial avant le phénomène de l'érosion côtière, phénomène constaté depuis le début des années 2000. Aujourd'hui que l'APIX a entièrement fait restaurer ces plages, les hôteliers et les riverains invitent le président de la République à visiter ces belles plages de Saly, Jean-Pierre Correa. Le PDTE, dans sa composante restauration des plages de Saly, déroule ses kilomètres de sable fin au pied des hôtels réhabilités par cet immense projet. En effet, promoteurs, touristes, employés, riverains, tous précédés par le maire de Saly, saluent ce magnifique paysage qui rend à la station de Saly sa vocation balnéaire. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, man Ousmane Gueye, le maire de Saly, m'a invité pour nous. Moi, Ousmane Gueye, maire de la commune de Saly, je vous invite, Monsieur le Président de la République, à venir réceptionner les travaux de restauration des plages de Saly dont vous êtes l'initiateur. Nous savons que c'est grâce à vous que nous avons pu récupérer nos plages alors que tout le monde avait perdu espoir. Nous réitérons donc notre invitation pour pouvoir vous remercier. Ñi nga xamné nak moy hôteliers yi muy promoteurs yi ñëpp découragé won parce que jaaxlé won nañ kon nak ñu ngi lay invité yow vraiment pour nga and ak ñi nga xamné ñoom nga ko sékkal yëpp ngeen ñëw à Saly. De notre côté, nous vous assurons de respecter toutes les mesures barrières afin de repousser au mieux cette pandémie. Ces travaux, il faut le noter, ont été réalisés dans les délais impartis, sans dépassement du timing. Et puis, cette plage nous permet à nous, les hôteliers, de recevoir de nouveau les Sénégalais qui prennent du plaisir à venir se balader sur la plage, sur nos transats, à venir nager. Et donc, c'est un réel bonheur pour nous de retrouver nos clients sénégalais, principalement de Thiès, mais aussi de Dakar et des environs. Alors, Monsieur le Président, nous espérons votre visite à Saly. Un grand merci aussi à l'APIX pour nous avoir suivis quant à la restauration des plages. Nous remercions tous les partenaires associés à ce projet pour la réalisation de ce bel ouvrage qui assurément donne fierté et courage à tous les nationaux, particulièrement aux investisseurs. Aussi, nous invitons tout le monde à venir pour admirer cette nouvelle plage de Saly qui peut être considérée comme l'une des plus belles d'Afrique aujourd'hui. On est ravis d'avoir ça maintenant parce que ça fait des années qu'on attend ça. Hein. Et l'État a fait beaucoup, c'est très bien. Nous, ça nous a rendu notre plage. Regardez, tous les palmiers qu'on a fait planter, ainsi que les paillotes, tout ça, c'est quand même plus. Donc on va retrouver, ce qui est important, toutes les personnes qui étaient parties, on espère en retrouver les 3/4, parce que beaucoup étaient partis ailleurs. Et je pense qu'elles vont revenir. Monsieur le Président, depuis la restauration des plages de Saly, l'espoir renaît dans le secteur touristique et hôtelier. Le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, est très attendu par tous les acteurs du développement de Saly et notamment par les populations qui ont vu les emplois de leurs enfants sauvés par les enjeux de la vision du président pour l'émergence de cette zone. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur nos plateformes digitales. Je vous souhaite une excellente soirée. Chers téléspectateurs, bonsoir. L'avis qui a été émis hier par les services compétents de l'ANACIM se maintiendra jusqu'au jeudi. En effet, pour rappel, l'avis concerne un vent momentanément assez fort du secteur nord-est qui intéressera la zone de Dakar. Lundi est déjà en cours et prendra fin à partir de demain vers les coups de 10 heures. La fraîcheur nocturne matinale, quant à elle, restera toujours marquée sur une bonne partie du pays. Par contre, demain, on notera une légère hausse des températures journalières.
Passons à l'animation satellitale. Donc, on notera qu'on aura toujours ces voiles de nuages qui défileront par moments sur le ciel sénégalais, avec toutefois ces flux de nord-est qui prédomineront au courant de la journée. En perspective, au courant de cette nuit allant vers la matinée de demain, donc on aura un ciel qui restera étoilé. Ce qui est marquant ici, c'est cette baisse des températures, donc une fraîcheur qui sera ressentie au courant de la nuit et dans la matinée. Donc on notera qu'on aura cette baisse qui intéressera la partie sud sur l'axe Ziguinchor allant vers Sédhiou et aussi sur la partie nord-ouest du pays, intéressant aussi la région de Dakar. On notera aussi une baisse sur les localités nord du territoire. On verra bien que les températures vont chuter jusqu'à 15 degrés à Mbour, 15 degrés attendus aussi à Saint-Louis. Il fera 18 degrés sur l'axe Dakar, Thiès et Louga sur le nord du pays. Donc on s'attendra à des températures de 17 degrés, 18 degrés sur l'axe Ziguinchor allant vers Kolda. On notera aussi qu'à Kaffrine, il fera frais au courant de la nuit avec 17 degrés. Sur l'axe Kaolack, Fatick et Diourbel, donc les températures seront comprises entre 19 et 21 degrés. 20 degrés sur l'axe Kédougou allant vers Tambacounda, 21 degrés attendus à Bakel et 19 degrés attendus à Matam. Demain, dans la journée, donc, on aura un ciel qui restera passagèrement nuageux. Donc, on notera aussi quelques éclaircies sur la partie sud du territoire. Point de vue température, une légère hausse des températures avec toujours ce flux de nord-est qui nous ramène cette chaleur. Toutefois, on notera vers le littoral sur l'axe Dakar-Thiès, donc on aura un temps clément. 23 degrés attendus à Dakar et 29 degrés attendus à Thiès. Sur le reste du territoire, les températures seront supérieures à 30 degrés avec le maxi qui sera enregistré vers les régions de Kaffrine. Donc, chers téléspectateurs, en résumé, toujours cette fraîcheur qui sera de mise sur le pays et aussi cette chaleur qui sera notée au courant de la journée. Aussi, il faut retenir cet avis qui est toujours en cours et qui prendra fin à partir de demain vers les coups de 10 heures. C'était tout pour votre page météorologique. Nous vous donnons... fekk leen Elisabeth Awa Mamadou ak suñu jàmbaaru benn bés yëpp si ay nettali yu niroo ak suñu dundu si humaninsideafrica.com ndaxte lu gën a rafet si li ñuy jëf mooy taxaw ak yéen ngir yéen déwénati. Vous voulez retirer de l'argent? Pas de panique. Avec le réseau GIM, économisez votre carburant, votre temps et votre argent en faisant vos transactions dans le GAP le plus proche de vous. Le réseau interbancaire GIM vous simplifie la vie car toutes les banques sont votre banque. Payez seulement 500 francs, quelle que soit votre banque et quelle que soit la banque propriétaire du GAP à travers plus de 4000 GAP à votre disposition, partout dans l'UEMOA et appartenant à plus de 120 banques interconnectées dans le réseau GIM. En plus, les paiements sont sans frais dans les commerces. GIM, le leader régional du traitement des transactions électroniques.